Bienvenue dans la carte blanche à Isaoumut, qui se fait dans le cadre du festival Hors Limite, qui est un festival qui est sur toute la Seine-Saint-Denis, porté par les bibliothèques pour montrer que la littérature est remuante et révérencieuse. Donc Isao est en résidence à la médiathèque depuis le mois de septembre. C'est une résidence dans le cadre d'écrivains en Seine-Saint-Denis. Il y a Mathias Lehmann et Thomas Gosselin qui est aussi en résidence à la librairie Zeugma de Montreuil. Et vous allez probablement, toujours dans le cadre de ce que fait le département, faire une exposition ensemble cet été au Parc des Guilans dans le cadre de Livre au Parc. Mais pour revenir à cette rencontre-là, Isao, c'est toi qui les as invités. Pourquoi ce choix-là ? Alors, donc j'ai invité, moi je vais parler de Thomas, avec qui j'ai fait un livre qui est paru en début 2019, qui s'appelle La Trêve. Chéri. Oui, j'ai oublié Chéri. Donc voilà, vu qu'on on est à la fois amis et on a collaboré ensemble pour une bande dessinée, voilà, je voulais l'inviter. Et puis Mathias Lehmann, dont j'apprécie énormément le travail, et qui est aussi un ami. Et du coup, voilà. C'était un peu. Puis on est. Ancien. Montreuillois encore pour nous deux, puis Mathias. Je fus bagnolté. Ouais. Et du coup, vous dites que vous êtes amis. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés tous les trois ? Par Angoulême, à travers Angoulême. Alors, moi j'étais étudiant d'Angoulême et je suis revenu après. J'ai rencontré Isao qui était encore étudiant à ce moment-là. Et puis après, quelques années plus tard, on a rencontré Mathias qui faisait une résidence dans la ville d'Angoulême. Résidence de club. Voilà. Donc, oui, toi et moi on s'est rencontrés à la Maison des Auteurs à Angoulême. Après Isao, on s'est rencontrés à Paris, je crois, je sais plus comment ça s'est fait, mais par le même groupe de gens qui étaient à Angoulême, etc. Donc ça reste dans ce cercle-là. Oui, parce que moi j'étais à Paris à ce moment-là, mais vu que j'avais passé 7 ans à Angoulême, 6-7 ans, voilà, après on se voyait, parce que Thomas, après, toi, t'as aussi des... Après j'ai aussi emménagé à Montreuil. Oui. Et donc voilà, du coup, pour continuer à vous présenter, est-ce que vous pourriez un peu me raconter vos parcours de BTaste De BDaste ? C'est la première fois que j'entends ce mot-là. Moi, j'ai commencé à publier des bandes dessinées quand j'étais adolescent, dans des fanzines, et puis progressivement, ça s'est plus ou moins professionnalisé, donc voilà, ça fait plus de 20 ans, quoi. Et puis j'ai commencé à faire des livres, à publier des livres chez Actes Sud. Donc j'ai 3 livres qui ont été publiés chez Actes Sud et après un petit peu chez plusieurs éditeurs comme ça. Mais donc ça a été très progressif. J'ai pas fait d'études comme Thomas et Isao qui eux ont été à l'école des Beaux-Arts d'Angoulême justement. Mais j'ai directement enchaîné. Je suis passé du fanzine au format plus professionnel, à l'illustration pour la presse, ce genre de choses, quoi. Oui. Alors moi, j'ai fait les Beaux-Arts, juste après le lycée, donc je suis rentré aux Beaux-Arts d'Angoulême. Et avant ça, je faisais pas vraiment de bande dessinée, quoi, mais je dessinais pas mal. Et je crois que j'ai publié, la première bande dessinée qui est parue, c'était la dernière année ou dernière année des Beaux-Arts. Voilà, c'était en fait un ami qui a lancé au même moment ses 3 premiers livres. Il a lancé sa maison d'édition, qui n'existe plus vraiment, mais voilà. Faut que tu dises le nom. Qui s'appelle Anathème, voilà, oui. Et bon. Et donc après ça, il y a eu un deuxième livre chez le même éditeur et j'ai continué comme ça, en publiant juste quelques,
un livre tous les 2-3 ans. Ça sent... Mais il faisait du fanzine aussi. Oui, c'est vrai, Tu je faisais faire du un fanzine. fanzine. Oui, c'est vrai, les premières, on va dire, publications, c'était du fanzine aussi, voilà. Moi j'ai fait les Beaux-Arts en Angoulême, au lycée, oui, je connaissais pas beaucoup de gens qui dessinaient, donc ça m'arrivait de faire du fanzine, mais j'avais pas trop d'occasion, et tout, c'était un peu frustrant. Et aux Beaux-Arts, j'ai rencontré d'autres gens qui dessinaient. Donc on a commencé à faire on a pu faire des collaborations, des trucs comme ça. Et puis après les Beaux-Arts, j'ai publié chez différents éditeurs. Enfin, ouais, j'ai un peu. Voilà, et puis non, Mais t'as publié quand même pas mal de livres depuis Ah oui, quelques années. en tout, en comptant les collaborations, je sais pas, une dizaine de bouquins. Je pensais D'accord. que c'était Est-ce plus. que je crois que vous avez tous les trois des albums en préparation? Est-ce que vous voulez un peu en parler? Ou est-ce qu'il y a un secret professionnel? Oui, bon, enfin, Ouais, moi je peux bah. en parler, pas de problème. Enfin, Vas-y, dis ça. Non. Je sais pas, non, Tommy. Ben oui, je fais une BD qui va sortir chez Atrabile, un Mhm. éditeur avec qui je travaille souvent, un éditeur de Genève, en Suisse. Et donc je fais une bande dessinée un peu. En ce moment, je fais beaucoup de bandes dessinées à tiroir, des histoires qui entraînent vers d'autres histoires. C'est un peu sous une forme de feuilletonesque, on va dire, c'est que je fais au fur et à mesure. Et puis c'est des trucs un peu décousus, ouais. Des récits gigolles, là, comme ça. Et c'est sur ça s'appelle Revoler. Et c'est parce que c'est un peu sur le double sens du mot voler, quoi. C'est sur des. En fait, c'est sur un groupe de voleurs et de voleuses. Et c'est leurs histoires. Moi, c'est donc une bande dessinée dont l'histoire se passe au même endroit que Castagne. Donc, c'est là où habitait ma grand-mère et là où où je passais la plupart de mes vacances. Et donc là, j'ai imaginé une sorte de thriller un peu à la Délivrance, où des touristes, enfin pas vraiment des touristes, mais on va dire des citadins qui sont de passage, sont bloqués dans la région, et voilà, ils rencontrent des chasseurs, et puis voilà, c'est vraiment une sorte de... Vu que je fais toujours plus ou moins du récit de genre, c'est toujours voilà, un peu dans le polar, et voilà, enfin. Moi, je travaille sur un livre qui s'appelle Chumbo. Et donc, Chumbo en portugais, ça veut dire plomb. Et ça fait référence aux années de plomb pendant la dictature militaire au Brésil. Donc la dictature, le coup d'État militaire a lieu en 64, et puis les années de plomb, on va dire que c'est entre 68 et 74, où il y a eu le paroxysme un peu de la torture d'un côté et la lutte armée contre la dictature en même temps. Et donc moi je raconte une histoire qui est plus ou moins inspirée enfin très 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 librement inspirée de l'histoire de deux de mes oncles. Donc l'un d'eux était communiste, et puis l'autre il était plutôt réactionnaire, voilà, plutôt pro-dictature, etc. Donc en fait c'est la ligne directrice de cette histoire, et par de là. Après j'ai brodé énormément. Et donc ça c'est un livre qui paraîtra chez Casterman, sûrement début 2022, je sais pas très bien parce que là niveau délai c'est pas évident. Mais voilà, c'est ce qui est prévu. D'accord. Je vais enchaîner en vous demandant, mais plus sur la manière dont se passe le processus créatif. Par quoi est-ce que vous commencez quand vous créez une histoire? Moi, je commence. Oui, d'ailleurs, moi, je commence par. En fait, je sais pas, ça dépend. En général, c'est plutôt une scène qui. J'ai une idée
une scène, un passage, quoi, et en le faisant, ça me donne des idées pour une idée d'ensemble, en fait. Et donc à partir de ce détail, je tricote même un truc autour. Et je conceptualise au fur et à mesure que je le fais. Moi, c'est plus on va dire le lieu, c'est toujours le même lieu, où j'imagine des choses, on va dire. J'imaginais que dans ce bar, par exemple dans Castagne, c'était juste la scène de départ, c'était le bar désaffecté. J'ai pris quelques photos comme ça, et c'est parti de là. Mais après, je fais au début, c'est vraiment beaucoup d'improvisation, et forcément, au bout d'un moment, je suis coincé parce que en plus, vu que ça doit être plutôt, il faut que ce soit bien ficelé. Je suis toujours coincé, c'est pour ça que je mets beaucoup de temps. Il y a sur on va dire un bouquin d'une centaine de pages, il y en a au moins 50 ou même plus que je vais refaire parce que ça va pas avec l'histoire. Donc je fais vraiment ça comme ça, enfin en bricolant, quoi, et voir à la fin si ça va à peu près, puis après voilà. Donc mais au début, c'est toujours de l'improvisation, et au bout d'un moment, il y a... Là, par exemple, pour le projet de maintenant, c'est l'éditeur qui m'a dit... Enfin, j'avais pas le choix. Il fallait que je fasse un storyboard, et il m'a fait refaire 4 fois le storyboard, parce que ça allait pas. Et donc voilà, pour moi, c'était vraiment tout nouveau. J'avais jamais travaillé comme ça, de manière, on va dire, classique. Voilà. Qu'est-ce qui inspire Comment tu commences à créer? Bah moi, c'est un peu comme Isao, c'est-à-dire que... Ou alors, peut-être un mélange des deux autres. Parce que le lieu est super important. Ça part toujours d'un lieu... par exemple, sur La Favorite, je voulais parler quand même de l'ambiance, de l'abri, de la Seine-et-Marne, tout ça, dans les années 70. C'est toujours le lieu, une époque... Et après, je pense des faits qui viennent de manière détournée de mon histoire familiale, là plutôt en France, et puis sur le nouveau plutôt au Brésil. Enfin voilà, c'est toujours un espèce de mélange comme ça. Et après, je travaille pas forcément de la même façon sur tous les livres, mais c'est vrai qu'une fois que j'ai le lieu, les protagonistes et plus ou moins l'intrigue et la thématique, il y a des choses qui vont venir se greffer et qui vont venir de plein de choses, de lecture, etc. Là, sur le projet en cours, on va dire que j'ai l'intuition de certaines choses et que après mes lectures viennent corroborer, puisque c'est beaucoup des essais ou des choses que je vais lire sur l'histoire du Brésil, etc. Et souvent, de manière surprenante, la réalité vient corroborer des trucs dont j'avais plus ou moins l'intuition, et du coup, on va dire que ça me confirme dans la direction que j'avais choisie, quoi. D'accord. Je vais enchaîner sur le lieu puisque c'était un des fils qu'on voulait dérouler lors de cette carte blanche. Du coup, est-ce que toi, tu as aussi ce rapport-là au lieu dont découle une histoire, ou c'est quelque chose qui vient beaucoup plus tard? C'est quelque chose qui vient beaucoup plus tard. Mais après, c'est important parce que j'ai l'impression que il y a des choses que je peux pas me permettre en fait, par exemple, je peux parler d'un projet abandonné. Ben, en fait, je voulais faire un truc sur la guerre, et je voulais faire non, mais je sais pas si ça va voir avec le lieu, mais c'est peut-être je voulais faire un truc sur le Rwanda, et je me suis dit, mais en fait, je peux pas vraiment faire un truc sur le Rwanda, parce que j'avais envie sur la guerre au Rwanda, et je me permettrais pas je pourrais pas mettre de blagues, quoi. Je peux pas, c'est trop récent, puis c'est trop délicat de faire de l'humour là-dessus. Alors que par exemple, parce que par rapport à mon histoire personnelle, moi j'ai ma famille maternelle qui est irlandaise, et ben là je me sentirais plus
c'est plus facile pour moi de parler finalement des guerres qu'il y a eu et des crises qu'il y a eu en Irlande. Parce que là, je me sens capable de faire des blagues, de plaisanter. J'aurais l'impression que j'aurais plus le droit de plaisanter avec ça, même si c'est aussi c'est une histoire tragique de toute façon, mais voilà. Donc après, le lieu, il détermine quand même le ton que je peux me permettre de donner à l'histoire. Ouais. Après, moi, ça se passe, c'est pas vraiment, mes histoires, elles sont pas vraiment très localisées. Voilà, je pense, j'essaye. Ouais, je pense qu'elles peuvent se passer n'importe où. J'habite à Montreuil, mais je suis pas forcément attaché à un territoire. Même si je me sers de ce que je vois pour raconter mes histoires. Donc le lieu, en fait, tu t'en fous. Quand on parlait de la trêve avec Isaou, il m'a quand même dit qu'il avait travaillé sur les Vosges, il me semble. Oui. Du coup, quand est-ce que les Vosges sont venus au milieu de la trêve? Ah oui, on voulait faire un truc qui se passe à la campagne, qui a des montagnes et des arbres. Et je sais pas, en fait, je connais pas du tout les Vosges, mais c'est l'idée que je me fais. Oui, c'est parce que en fait, je pense que même moi, je suis pas spécialisé. Enfin, je connais pas très bien les Vosges non plus, mais il y a peut-être un côté parce qu'au début, je me suis dit peut-être que ça pourrait se passer encore dans la Drôme. Mais au niveau de tout ce qui est faune, tout ça, parce qu'on avait décidé qu'il y avait un lynx, oui. Et donc ça fait peut-être un peu cliché, mais il y a une cigogne aussi, donc ça fait un peu les clichés de l'Alsace, des Vosges, tout ça. Mais les arbres sont plus hauts, c'est peut-être plus angoissant que des scènes dans un paysage plus plat, peut-être. Je sais pas. Et c'est vrai que pour cette histoire, le lieu était important. Ouais. Le décor était important. Mais c'est vrai que après, c'est pas vraiment ultra précis, quoi, parce que je sais que j'ai un peu triché, j'ai mis au niveau de la documentation, il y a des photos. J'ai travaillé à partir de photos que j'avais prises, mais qui se passent plus dans les Alpes que. Mais bon, ça, je pense qu'on se voit. Ah oui, puis il y a des maisons troglodytes, tout ça. Mais les maisons troglodytes, j'ai quand même. Il y en a dans les Vosges. Celle qu'on voit, dont l'héroïne habite dans cette maison-là, c'est une maison qui se situe normalement dans les Vosges. Mais, okay. Il me semble que tu as sorti il n'y a pas très longtemps un album qui s'appelle Agora, qui sont des illustrations de rue. Ouais. Est-ce que tu peux en parler un peu plus de la manière dont tu as travaillé sur ça? Ouais, en fait, Agora, moi je fais de temps en temps des croquis dans la rue. Après, je suis pas un grand voyageur, mais si je voyage, je vais faire 2-3 croquis, voilà. Et puis, j'aime bien, après, à partir des croquis, à partir de photos, à partir de plein d'éléments, de reconstituer des images comme ça, qui sont un peu qui font la synthèse d'un lieu. Et j'avais commencé à faire des images comme ça il y a une dizaine d'années. Puis j'en ai fait de plus en plus, et à un moment donné, il y a un festival en Italie qui s'appelle Bilbol Festival à Bologne, et ils font des expositions d'affiches dans la rue, en fait, pendant le festival, et ils m'avaient proposé de faire des affiches pour la rue, et je m'étais dit, mais qu'est-ce que je peux mettre dans la rue? Je trouvais ça intéressant, dans la rue, de mettre des gens dans la rue, comme ça. Quand on se balade, on voit d'autres gens dans la rue, mais à d'autres endroits du monde, etc. Et puis il y a l'éditeur de Six Pieds Sous Terre, qui est un éditeur de Montpellier, qui a vu des images de ce festival, et puis lui, ça lui a donné envie de faire un livre, un recueil avec toutes ces images-là, donc j'en ai fait quelques autres en plus, et puis voilà, on a compilé un peu toutes ces... Et c'est une sorte de catalogue personnel comme ça, de lieux, avec tous les éléments... de mobilier urbain, mode, etc., des attitudes. En fait, il y a beaucoup de dessins qui reprennent un peu l'ambiance Bagnolet, Montreuil, Porte de Montreuil, comme j'étais là pendant un moment.
Et puis il y en a d'autres, c'est en Italie, il y en a beaucoup qui sont au Brésil, mais après c'est des images du Brésil dans des coins de la banlieue de Belo Horizonte, d'où vient ma famille, ou qui sont hyper glauques, quoi. C'est pas du tout un carnet de voyage un peu mignon, quoi, mais après je pense qu'il y a quelques images qui sont un peu exotiques, mais globalement par exemple à une époque on était dans le même atelier avec Tommy qui est à Robespierre, juste à côté du Palais des Congrès. Et à côté de cet atelier, il y avait un terrain vague avec des poubelles. En fait, les gens venaient, ils balançaient leurs poubelles dans cet endroit-là. Puis sur le dos de couverture d'Agora, bah, j'ai fait un dessin de ce lieu-là. Donc je trouve ça intéressant aussi de redessiner des poubelles. Tout ça, ça fait partie de notre quotidien un peu. Voilà. D'accord. Avec la trêve, vous avez beaucoup travaillé du coup sur le rapport minéral, humain et nature, donc avec une sorte d'espace symbolique entre les deux. Qu'est-ce qui a déclenché un peu cette idée de vouloir travailler sur ces thèmes? Est-ce que c'était une scène en particulier du coup? Est-ce que c'était... Ouais, là c'était une idée un peu de polar. C'est une scène en particulier. C'est laquelle? Je pense que c'est la première scène. Parce que comme c'est un polar, on s'est dit bon, il faut commencer par un crime dès le départ, et donc il y a un truc un peu irrésolu. Et donc il faut ça. Enfin, quelqu'un est mort, donc qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et donc c'est une idée de scène, et puis le fait que ce soit... Enfin, je peux le dire parce que c'est pas vraiment à la fin, mais que ce soit les assassins, en fait, ce soit des animaux. En fait, donc c'est cette idée, donc une idée de scène qui a donné une idée générale. J'ai pas dit la fin. Une idée de scène qui a donné une idée générale, et puis après, en écrivant, bah il y a d'autres scènes qui apparaissent, quoi. Donc c'est ça. Et puis effectivement, parler des animaux, on s'est dit bon bah qu'est-ce que enfin, je crois qu'on l'a quand même fait un peu au fur et à mesure, quoi, Mais oui, en fait. T'avais pas du tout au début, on avait juste cette scène-là où un couple se fait tuer de manière très bizarre. Mais ensuite, il y a eu beaucoup de modifications, t'as pas mal changé. Et donc, c'est vers la... Enfin, l'histoire, moi je l'avais au fur et à mesure, j'ai pas eu d'un coup comme ça. Donc il m'a fait confiance, parce que moi non plus je savais pas comment ça allait se terminer, ouais. Mais ouais, du coup par un peu dérivation, quoi. On parle des animaux et la nature, donc bah faut qu'il y ait des plantes quand même et tout, et puis la terre, les pierres, tout ça. Il fallait qu'il y ait il y avait un conflit entre les humains et les animaux, bah aussi on s'est dit bon bah faut qu'il y ait aussi un truc sur les minéraux, parce que même si on avait l'impression que ça devait rentrer dans cette espèce de guerre mondiale entre... il y a un côté aussi très absurde, quoi, de la... Enfin, parce que c'est... Même il y a tout qui se... Enfin, tous les éléments se font la guerre, alors que bon, c'est complètement... Enfin, c'est assez improbable, du coup, que ça... Et d'ailleurs, on va faire une suite. Oui. On va faire une suite. Isao doit terminer son polar chez Sarbacane, et puis on enchaîne. Ouais. C'est la viande poupée. Comme ça. La viande poupée, oui. Vous avez plus d'idées que le titre ou Non, ça y est, c'est écrit là. Là, c'est écrit. Après, on va refaire au fur et à mesure. On va changer. Et mais je sais pas, on peut décliner encore. Après, on verra. D'accord. Mais ouais. Du coup, je vais enchaîner. Donc, vous venez de sortir La Trêve Chérie qui était en collaboration. Toi, il me semble que tu viens de sortir aussi un album qui était en collaboration, dont le nom m'échappe depuis 5 minutes. La vengeance de Croc en Jambe avec Nicolas Mogg. C'est ça, voilà. Enfin, je viens de le sortir. En 2019. Ouais, en 2019, donc ça commence à dater. Oui. Et du coup, qu'est-ce que ça vous apporte de travailler en collaboration
d'être deux sur le même livre? En fait, c'est moi au départ qui ai demandé à Thomas s'il n'avait pas une idée de scénario, quoi. Et parce que en fait, moi, enfin, j'ai du mal en fait à écrire avant et vu que je fais tout le temps de l'impro et que je suis coincé au bout d'un moment, je me suis dit il faut que je trouve quelqu'un qui fasse l'histoire, quoi. Et vu que Thomas avait sorti que François Héninger, qui est aussi un ami, un livre chez l'Apocalypse qui s'appelle Lutte des corps, chute des classes, c'est ça, et dont j'avais beaucoup aimé, et même si là, la Trêve chérie, ça n'a aucun rapport au niveau de l'histoire, mais enfin bref, et c'était vraiment que à ce moment-là, du coup, ça m'avait un peu, j'avais jamais travaillé avec un scénariste, et au début j'avais du mal parce que je me suis dit il va trouver mes dessins mauvais, tout ça, enfin on s'imagine plein de choses comme ça où ça va pas au niveau du parce que en fait en gros j'ai pas un découpage précis, c'est vraiment juste c'est comme si t'écrivais un bouquin, quoi, enfin il y a pas de, des fois tu dis une scène un peu comme ça, mais il n'y a pas de plan large, Ouais. c'est pas précis, donc j'avais quand même cette liberté là, et au début du coup c'était cette, on va dire, liberté, c'était un peu un frein parce que je bloquais, je savais pas si si ça allait plaire ou pas, et en fait au bout d'un moment voilà, ça enfin une fois que la machine est enclenchée, ouais, ça va je continuais naturellement, et du coup moi ça me permet de, je sais pas, d'être rassuré par rapport à ce que je faisais, voilà, il y a un côté comme ça. Et moi, ça me permettait de faire un. En fait, moi, je dessine aussi, je fais aussi mes propres livres, mais je suis assez lent en fait à dessiner. Donc, le temps que je fasse un bouquin, en fait, j'ai plein d'autres envies qui viennent et du coup, je les propose, à d'autres dessinateurs. Et voilà, et puis et puis, non, effectivement, je fais pas le découpage, ça, je laisse le dessinateur. J'ai pas envie qu'il fasse comme moi en fait. J'ai envie qu'il fasse à sa façon à partir de mon texte. Oui, et moi avec Nicolas, en fait, avec Nicolas Mogg, c'est un peu particulier parce que on partage tout, en fait, on fait le scénario et le dessin, on fait tout à quatre mains. Donc c'est un peu différent, il y a toujours un aller-retour constant, en fait. On se retrouve, on travaille sur l'écriture du scénario et après on se consulte pour faire le découpage des pages, etc. Et après, on fait le crayonné, on envoie les pages à l'autre, il commence à faire l'ancrage de son côté, il me renvoie les pages, je les termine, etc. Donc c'est un constant aller-retour entre nous deux. Et puis au départ, on avait commencé à faire des histoires comme ça, où on racontait un peu notre vie d'auteur de BD un peu qui galérait, quoi. Et puis on a fait un bouquin qui est sorti chez Spiester qui s'appelle Qu'importe la mitraille. Et donc voilà, là, c'était vraiment là-dessus. Et après, on a commencé à collaborer pour Fluide Glacial, et puis on faisait des histoires courtes, là où on reprenait des éléments autobiographiques, mais qui étaient vraiment transformés en histoire pour rigoler, quoi, comme ça. Et puis, donc on a fait plein d'histoires courtes pour Fluide Glacial, et après, donc à l'époque, c'était Yann Linding qui était le rédac-chef, et il nous a proposé de faire vraiment un livre au long cours. Et c'est là qu'on a commencé à faire La Vengeance de Croc-en-Jambe, où là c'est vraiment un scénario qu'on a inventé, tout ça. Mais toujours sur cette forme collaborative où on fait tout, scénario, découpage, dessin, ancrage à deux. Après pour la couleur, c'est plutôt moi qui l'ai fait. Nicolas a quand même fait certaines couleurs sur des films séparés, mais en gros... Mais après, l'inspiration aussi, vous êtes les deux personnages principaux. Oui, en fait, ouais, c'est ça. Ils sont musiciens aussi. Ouais.
Mais bon, dans La Vengeance de Croc-en-Jambe, il n'y a pas grand-chose de vrai dans l'histoire, quoi. Euh, alors, il me reste une petite question. Vous avez tous les trois fait pas mal de fanzines, je crois que vous continuez un peu à en faire, en tout cas pour Isaou, j'en suis sûre, pour toi. Je crois que tu avais dit dans une interview que tu aimais Moi, j'ai continuer pas à en fait, faire. j'ai rien sorti depuis au moins 2 ans, donc. Mais oui. Mais vous deux, vous en avez fait plus que moi, je pense. Enfin, là, parce que toi aussi, t'en as fait pas mal de. Enfin, à un moment, Ouais. tu faisais des petites. Des fanzines tout Ah. seul même. Ouais. En fait, je fais des fanzines tout seul. Là, c'était plus avant, en attendant de faire un livre, parce que je savais pas encore quelle forme ça allait avoir. Bah, j'en faisais des petites publications que j'éditais moi-même. Ouais. D'accord. Puis là, je participe à une revue faite surtout par des gens de Montreuil, qui s'appelle Rita, qui est un fanzine, parce qu'on fait ça de façon sans gagner de l'argent. Donc, même s'il y en a plusieurs qui sont des auteurs professionnels, qui sont pour beaucoup à Montreuil ou dans le coin, on fait encore un peu de fanzine. D'accord. Mais bon, beaucoup moins. Ouais, maintenant. C'est difficile, ouais, de prendre le temps, de faire, en fait, de maqueter, même au-delà du fait de dessiner les choses, c'est de maqueter le truc, de le photocopier. Parce que le fanzine, en fait, c'est quand même quelque chose qu'on fait entièrement tout seul. Donc après, il faut aussi le vendre. Donc il faut trouver des points de vente et tout ça. C'est difficile de faire ça en ayant une activité d'auteur à côté qui prend beaucoup de temps, quoi. Puis c'est agréable quand c'est une activité collective, quoi. Aussi le fanzine, de faire Ouais. un truc à plusieurs et tout. Et peut-être, on prend moins le temps de faire des trucs à plusieurs. Moi j'ai sorti une BD, pardon, aussi, j'en ai pas parlé, je sais pas si. L'année dernière. C'est une histoire. Je sais pas si je peux. Vas-y. Ça s'appelle Francesca Murphy, avec un point d'exclamation. On écrit son nom, Francesca Murphy. Et c'est l'autobiographie. Enfin, c'est écrit à la première personne par cette femme, qui s'appelle Francesca Murphy. C'est la biographie d'une écrivaine de science-fiction imaginaire. Donc c'est sa vie dans le désordre. Parce qu'elle est écrivaine de science-fiction, la science-fiction parasite toute sa vie. Elle voyage dans le temps, en fait, de sa propre vie. Entre des faux souvenirs et des fausses projections dans l'avenir. Il n'y a pas de présent, en fait. Bah, écoute, merci d'être venu. Pour la suite de la résidence, elle va durer jusqu'en juin. On espère avoir une clôture en juin qui sera avec un public, puisque Eh oui. ne sera plus présent, mais en tout cas, c'est toujours dans les cordes. Et puis ensuite, comme j'ai dit au début, exposition au Parc des Guilans, Clapasse, un jour qui va sortir. Bah, j'espère que oui, qu'il va sortir un jour. J'ai l'impression que c'est infini. Quand on avait commencé à parler de la résidence, alors normalement oui, maintenant, ça devait sortir maintenant, mais vu que voilà, cette histoire de storyboard à refaire 4 fois, en ayant même refait, fait au propre, et puis après reculer pour. Du coup, oui, ça sort cette année. Oui, normalement ça sort cette année, mais la date, bien, parce que j'ai encore une 50aine de pages à faire au propre, et il y a la couleur, et donc. Mais Et en plus, t'es j'espère. daltonien. Ouais. Et en plus, je suis daltonien, donc ça va être compliqué. Voilà. Toi, ta résidence à Zegma se finit à quelle période du coup? Bah, tout a été un peu décalé, parce que moi ça a commencé, je pense, officiellement, je crois que ça se termine en septembre. D'accord. Mais on va essayer de faire le maximum. Vu que je travaille beaucoup avec des écoles, on essaye que ce soit avant les grandes vacances. Quoi. Et puis ça se terminera, même si ça fait si ça fait partie de ma résidence finalement, cette exposition au parc Jean Moulin-les-Guilans. Donc ouais, ça sera en juillet. Voilà. Mais il y aura peut-être encore des trucs en septembre. Merci. Merci. Merci à vous. Bah, merci.